Préville, bonjour. Bonjour Quentin. Alors, donnez-moi, confiez-moi plutôt votre pire souvenir d'entretien, de recrutement, que vous soyez recruteur ou recruté. D'ailleurs, vous avez carte blanche, racontez-moi. Alors pire, alors, je ne vais pas dire qu'il y en a eu beaucoup parce que ce serait un peu gênant. J'ai vu en 35 ans à peu près 15 000 candidats. Le pire, en tout cas celui que je retiendrai, c'était dans mes premiers entretiens, comme quoi en entretien, l'image que l'on dégage et le charisme est important parce qu'à l'époque, j'en avais pas du tout. Je démarrais dans le métier et j'ai un candidat qui arrive pour un poste de directeur général et qui me dit, sans enlever son impair et en posant sa mallette bruyamment sur le bureau, je vous écoute, j'ai 15 minutes. Voilà. Et c'est là que je me suis rendu compte que l'entretien de recrutement n'était pas du tout petit candidat et grand employeur, mais que finalement, ça dépendait fortement de l'image que l'on dégageait soi-même. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro en visio avec aujourd'hui sur mon écran et j'espère aussi sur le vôtre Olivier de Préville qui est chasseur de tête, fondateur de Headhunting Factory et donc serial entrepreneur autodidacte. C'est ce que j'ai lu sur LinkedIn d'ailleurs dans votre petite case formation. Vous dites que vous êtes entrepreneur autodidacte. Enfin, dites-moi plus quand même. Alors, je crois que je dis serial entrepreneur autodidacte. Serial entrepreneur autodidacte, c'est ça? Voilà. Alors, je le revendique. C'est pas toujours facile parce que quand on est autodidacte, dans les premières années de sa vie, on en a honte. Et à un moment donné, ça fait la bascule. Et à un moment donné, ça devient une force. Je dirais même que ça devient un moteur. Et le moteur est assez important pour pouvoir avoir des projets. Donc oui, tout simplement, bac-3, je le revendique. Euh, Commando parachutiste dans mes premières années, avant de créer ma première société à 18 ans, et après de partir sur toute une série de créations d'entreprises, et en parallèle, 35 ans de chasse de tête. 5 ans de chasse de tête, est-ce que vous diriez que votre profil de serial entrepreneur autodidacte, ou peut-être juste autodidacte, est-ce que vous diriez que c'est idoine pour faire le métier que vous exercez aujourd'hui? Est-ce que ça vous donne une espèce de, comment dire, de recul, est-ce que ça vous exclut des cases, disons? Vous êtes là, vous avez votre personnalité, et du coup, bah, vous avez le recul Alors, nécessaire pour recevoir et parler avec les têtes que vous chassez. oui, alors je dirais en effet que ça donne du recul. En deux mots, donc d'abord, je suis d'une personnalité, je suis plutôt disruptif dans mon fonctionnement. Je pense que ça vient probablement de ça. Ce qui est amusant, c'est que je pense probablement être le seul patron de cabinet de chasse à avoir ce niveau d'autodidaxie, hein, je dis bien bac-3. Donc ça donne une ouverture parce que mon métier dans les cadres dirigeants consiste à recruter majoritairement des gens très diplômés. Et donc, en effet, ça donne un recul de façon à ne pas tomber naïvement dans ce modèle très français qui Ouais. consiste à recruter systématiquement des diplômés et des grands diplômés, alors que sur certains postes de direction et de très haut niveau, j'ai pu par moment pousser des candidats un peu différents, fonctionnant un peu en dehors de la boîte. Quand vous dites des candidats un peu différents pour caricaturer, en gros, vous parlez des candidats qui n'ont pas de diplôme Non, alors de grandes écoles, quoi. qu'ils en aient ou pas d'ailleurs, la différence pour moi, elle vient pas automatiquement des diplômes, elle vient de l'état d'esprit. Pousser un candidat, comme on dit, un candidat différent à un client, c'est lui proposer quelqu'un auquel il s'attend pas automatiquement et qui ne correspond, qui ne rentre pas lui automatiquement dans les cases. Et en effet, c'est assez intéressant parce qu'on se rend compte que tous les DRH et patrons d'entreprise ne sont pas capables de recruter aujourd'hui des gens différents. Mais ceux qui en sont capables, souvent, en sont assez contents. Je pense qu'on sont assez contents. Vous l'avez dit, vous faites ce métier depuis plus de 30 ans. Quel type de tête vous chassez? Là, vous avez évoqué des dirigeants, des profils plutôt cadre sup. Est-ce que vous vous cantonnez à cela ou alors est-ce qu'il y a de tout, quoi? Alors, j'essaie de faire court parce que ça pourrait être long. En deux mots, 25 ans de chasse de tête sur des cadres dirigeants. Jusqu'il y a 7 ans, donc j'ai deux sociétés aujourd'hui, OP Search qui ne fait que de la chasse de tête sur les postes de cadres dirigeants et Headhunting Factory qui est le premier cabinet de chasseurs de tête que j'ai créé il y a 7 ans et qui ne fait justement pas des cadres dirigeants puisque ce sont tout type de postes en chasse pure de 25 000 euros de salaire à 70 000 euros. Donc c'est le premier cabinet de chasse à faire de la vraie chasse. Alors si vous m'autorisez 2 secondes, c'est quoi la vraie chasse? La vraie chasse, c'est pas de LinkedIn, pas de réseaux sociaux, pas d'annonces, pas de job board, pas de base de données. C'est Il reste, idéalement. Alors, comment on fait? il C'est reste quoi, simple. Et Olivier? ben alors, il reste quoi?
Eh bien, il reste le fait d'aller identifier quelqu'un dans une entreprise. D'abord, on identifie l'entreprise. On identifie ensuite le candidat dans cette entreprise derrière la fonction. Ensuite, on trouve le nom du candidat. Ensuite, on trouve son portable et on l'appelle. Donc, la vraie pure chasse de tête, c'est presque un métier de limier, un métier de détective, puisqu'on va chercher des candidats que l'on ne connaît pas et qu'on n'a surtout pas en base de données. D'accord, c'est très clair. Est-ce que c'est typiquement ce que vous décrivez à l'instant qui vous galvanise dans ce métier, Olivier de Préville, parce que vous avez décrit votre parcours depuis tant d'années, vous faites ce métier avec des profils différents, vous venez de le dire. Est-ce que justement ce métier de limier, de détective, quand on parle de recrutement, est-ce que c'est ça qui vous excite quoi, finalement dans votre C'est exactement ça. Donc aujourd'hui, j'ai 120 salariés. Donc on est devenu un gros cabinet de chasse, l'un des plus gros d'ailleurs, puisqu'on a 90 chasseurs de tête chargés de recherche. Et avec 120 salariés, tous les jours, lorsque je viens au bureau, tous les jours est un jour nouveau qui est extrêmement excitant, justement pour ce que vous venez de décrire. C'est très ludique, c'est un vrai travail de jeu. Finalement, on a un client qui a une problématique, il a besoin de la perle rare, on ne sait pas où elle est, non, on ne l'a pas sur étagère, on va la chercher. Et c'est ça qui est très excitant. Oui. La perle rare, on a l'impression que vous parlez d'immobilier, Olivier, de Préville, de chasseur d'appartements, c'est un métier un peu similaire finalement, même si on parle de biens, alors que là on parle de ressources humaines. J'ai vu aussi que vous étiez notamment spécialisé dans les métiers en pénurie. Headhunting Factory, dont je vous parlais, donc sur les postes de 25 000 à 70 000, ne fait que les postes pénuriques, exclusivement. C'est-à-dire que dès lors que le client a tout essayé et n'a pas trouvé, dès lors qu'il a l'impression que le robinet est fermé et qu'il n'a pas de candidat, eh bien à ce moment-là, il fait appel à nous pour qu'on aille lui chercher la perle rare pénurique. Est-ce que c'est une période propice, Olivier de Préville, pour les métiers en pénurie? Parce que là, on entend des tas de choses sur l'après-Covid, un dessin des cartes du recrutement totalement rebattues, etc. Est-ce que vous confirmez cela? Est-ce qu'il y a des métiers en pénurie que vous avez identifiés et qui aujourd'hui vous intéressent particulièrement? Alors, d'abord, vous n'avez pas un article quotidiennement qui ne mentionne pas la pénurie de candidats. Donc, c'est un vrai problème, paradoxalement, pour les entreprises, là où c'est une très belle période pour nous, parce qu'on est aujourd'hui sur ces postes-là, le seul cabinet à aller chasser des candidats pénuriques. Oui, il y a, on va dire 3, 4, 5, mais il y en a beaucoup d'autres. Mais les principaux, en tout cas, postes pénuriques, on pourrait les citer, c'est dans l'industrie, les postes de maintenance, dans l'ingénierie, les postes d'ingénieur-études, dans les fonctions commerciales, dans l'IT, les fonctions de développeurs. Donc voilà, il y en a de multiples, mais en tout cas, c'est pour certaines entreprises aujourd'hui, le robinet est totalement fermé, simplement parce que, et c'est important, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de candidats. Les candidats, ils existent. Vous avez deux marchés, vous avez le marché caché et le marché visible. Le marché caché, c'est les candidats qui ne répondent à rien, eux, il faut aller les chercher. Et le marché visible, ce sont ceux qui répondent à vos annonces. Mais les clients ont souvent tendance à penser qu'il n'y a pas de candidats. Ce n'est pas vrai, il y a beaucoup de candidats. Il faut simplement aller les chercher sur le marché caché. Off-market, encore une fois, exactement. Ouais. Depuis que vous travaillez à votre compte, Olivier de Préville, qu'est-ce que vous observez sur le marché du recrutement? Qu'est-ce qui a changé fondamentalement en trois décennies et qui vous ont marqué? Ce qui a le plus changé, c'est que, alors quand je dis ça, ça fait un peu crocodile, mais avant l'arrivée de LinkedIn, vous aviez deux façons de trouver des candidats. Vous aviez la chasse de tête, et ce qu'on a tous connu, le Figaro Économie, les pages saumon, où les cabinets de recrutement, qui n'étaient pas des cabinets de chasse, mettaient des annonces dans le Figaro. LinkedIn est arrivé par là, et ça a été d'un seul coup, pour certains, ils ont eu l'impression que ça y est, il n'y avait plus besoin de trouver et chercher des candidats, LinkedIn allait les trouver. Et donc, l'ensemble des cabinets de recrutement se sont séparés de leurs chargés de recherche, les ont licenciés, en se disant, finalement, on n'aura plus réellement besoin de chercheurs, de limiers, de détectives pour trouver les candidats. Il suffira d'aller sur LinkedIn. Et puis, il se passe exactement ce qui était prévisible, ce que j'avais un peu prévu il y a une dizaine d'années, je l'avais souvent dit d'ailleurs, c'était que LinkedIn tue LinkedIn, qu'aujourd'hui, il y a beaucoup trop de candidats et qui répondent à n'importe quoi, et que finalement, les clients reviennent vers nous pour demander d'aller faire de la chasse de tête. Donc, de la fiabilité au cas par cas, et finalement la relation humaine. Et pas la relation machine, pas l'algorithme qui est bien pratique, mais qui, en termes d'affinage, de précision, a encore beaucoup de progrès à faire. On me dit souvent, pourquoi avez-vous autant de chargés de recherche salariés, Je dis bien salariés. J'en ai 90 sur 120 salariés. La raison, elle est simple, c'est qu'aujourd'hui, pour aller chercher une perle rare, pour aller chercher le candidat qui se cache derrière une fonction,
eh bien, il faut avoir des gens. Il faut avoir des gens capables d'analyser le marché et d'aller les trouver. Et ce n'est pas les algorithmes qui font ça. Le recrutement, Olivier de Préville, chez vous, vous avez un parcours autodidacte, vous l'avez décrit dès le départ. Comment est-ce que vous recrutez chez vous vos équipes? Est-ce que c'est important, le diplôme? Est-ce que, enfin plutôt non, qu'est-ce qui vous plaît chez un collaborateur quand vous faites passer un entretien? Qu'est-ce que vous avez envie de voir? Et peut-être même les biais qui vous... Alors, qu'est-ce que j'aime voir? Je ne prends pas pour autant le biais inverse. C'est-à-dire que je ne fais pas la chasse au diplôme. J'ai dans mes équipes des gens très diplômés, des plus hautes études, jusqu'à des gens autodidactes. Donc, j'essaie d'être plutôt impartial là-dessus, de ne pas avoir d'idées reçues, de ne pas avoir d'a priori, et d'aller rechercher les gens sur leur originalité. Ce qui m'intéresse le plus, c'est l'originalité, c'est le côté out of the box. C'est vraiment des candidats qui ont eu des parcours particuliers et qui sont capables d'être dans leur façon d'être un peu différents. Ce qui vous plaît, c'est la diversité. Singularité et diversité. Ouais. Dernière question, Olivier de Préville. J'imagine que, comme tout être humain, il vous arrive de vous tromper, que ce soit dans la chasse de tête pour vos clients, ou peut-être même dans le recrutement de vos collaborateurs. Quand vous vous trompez, c'est généralement dû à quoi? J'imagine que vous vous connaissez un petit peu maintenant. Alors, ça dépend. Si c'est pour mes clients ou pour nous, ou pour moi. Si c'est pour mes clients, on se trompe relativement peu parce que le côté émotif est mis de côté. Lorsque c'est pour moi, en revanche, il peut m'arriver de me tromper, justement en laissant parler mes propres émotions et en recrutant quelqu'un de très atypique que j'aurais peut-être pas présenté à mes clients. Voilà. Donc, je prends le risque chez moi de recruter des gens par moments très atypiques, là où je me dois de rester un peu plus traditionnel, mais malgré tout à la marge pour mes clients. Olivier de Préville, donc chasseur de tête depuis plus de 30 ans. 35 ans, chasseur de tête depuis 35 ans, mille pardons. Et mille merci surtout d'avoir répondu à mes questions pour le Figaro et pour le Talk Décideur. Je vous souhaite une excellente fin de journée, une bonne chasse. Olivier de Préville. Eh bien, merci beaucoup. À très bientôt, Quentin.